Un léger parfum de menthe poivrée et de vernis flottait dans son sillage, tel un slogan. « J'en ai fait le moins possible », dit-elle avec satisfaction. Dans ces cas-là, il vaut toujours mieux résister à la tentation de s'améliorer. Un petit coup de pouce, une petite persuasion, une suggestion. « C'est admirable, » dit Miss Marple. « Vous prendrez le thé ?» Elle le voulait, elle le fit. Elle fit l'éloge du gâteau aux graines. En bref, elles étaient deux femmes respectables, qui se mesuraient l'une l'autre avec respect. Madame Veil admirait la dentelle sur la cheminée, la propreté de l'âtre, la vue sur le moulin. Ce n'est qu'en arrivant à la petite salle de raccommodage, où Miss Marple, avec le flou de l'âge, avait oublié de mentionner un colis, que la scène changea. « Oh !» dit Miss Marple, comme surprise à son tour par sa propre tenue de maison. « C'est étrange. Quelqu'un a laissé un objet à ma fenêtre. Quels amis insouciants! Serait-ce la dernière mode, Madame Veil? Des cartes de visite en soie. » Madame Veil regarda. L'éventail noir reposait là où Miss Marple l'avait trouvé, entrouvert, dans la pose qui met le mieux en valeur ces objets. Le regard de la restauratrice, habile, appréciateur, impitoyable, le contempla d'un regard à la fois professionnel et exclusif. Elle ne sursauta pas et ne sourit pas. Elle était trop maîtresse d'elle-même pour cela. Elle dit simplement, dans une brève inspiration qui laissa des plumes de menthe poivrée sur la gomme laque, « Quelle pièce saisissante !»« Frappant !» approuva Miss Marple d'un ton placide. « Puis-je… » La main de Madame Veil flottait. « S'il vous plaît !» dit Miss Marple, et elle s'écarta d'un pas, comme on le fait lorsqu'une maîtresse regarde une servante polir l'argenterie. Madame Veil souleva l'éventail. Le blanc de ses gants laissa apparaître une ombre subtile, comme si une fine poussière s'y était déposée. Elle fit tourner l'éventail très délicatement. Ses doigts scrutèrent les gardes. Son pouce tâta une côte. Elle ne l'ouvrit pas davantage. Ce n'était pas nécessaire. « Comme c'est curieux !» murmura-t-elle enfin, comme on le remarque lorsqu'il fait beau. Une pièce moderne transformée en pièce ancienne. On voit ce genre de choses, hélas. Les dames élégantes sont trompées par l'étranger. Ses yeux se levèrent. « Vous n'avez pas eu beaucoup de visiteurs à votre fenêtre, Miss Marple ?»« Seulement le laitier, » dit Miss Marple, « et il est loyal envers sa femme. » En effet. Madame Veil posa le ventilateur et essuya ses gants une fois, fermement, comme pour leur rappeler qu'il existait des normes. « Si vous voulez vous en débarrasser, » ajouta-t-elle nonchalamment, « je peux vous le retirer des mains. Il n'a aucune valeur. » « Absolument pas, » acquiesça Miss Marple. « Laissons les choses de côté. Les choses se confessent parfois. » Le sourire de Madame Veil se raidit légèrement. « Vous avez un humour pince sans rire, Miss Marple. »« Une paroisse aride en plus, » répondit Miss Marple avec une douceur confiante. « Il faut faire avec ce qu'on a. » Dans le salon, tandis qu'ils terminaient leurs affaires, Miss Marple admira la netteté de l'écriture sur le reçu de Madame Veil. Une netteté qui, pensait-elle, ferait très bien l'affaire dans un registre, et remarqua avec intérêt mais sans étonnement que The Grange, à Blackwell, apparaissait en miniature au coin, comme si le poignet laissé à lui-même écrivait ce qu'il savait. Madame Veil vit où le regard de Miss Marple s'était posé et effleura les initiales avec un charmant sentiment d'auto-reproche. « On est tellement habitué à noter les comptes, » dit-elle. « Ma pauvre main m'échappe. »« Ce sont les mains qui font ça, » dit Miss Marple. « C'est comme ça que la vérité s'échappe. On écrit le mauvais nom, on redresse ce qu'on ne devrait pas redresser, on fait 4 là où il fallait en faire 3. Bonjour, Madame Veil. Votre menthe poivrée est très rafraîchissante. » « Merci. » Madame Veil s'arrêta à la porte, huma à nouveau l'air et dit d'un ton léger « J'espère que le village sentira moins le scandale la semaine prochaine. Ça colle. Bonne journée. » Après son départ, Miss Marple resta plantée devant l'éventail sur le rebord, puis contempla son petit éventail réparé dans son mouchoir. Elle ne toucha ni à l'un ni à l'autre. Elle alla à son bureau et écrivit, de son écriture soignée d'écolière, 3 petits mots. À l'inspecteur Crail.
Si vous le pouvez, cher inspecteur, passez donc à 5h30. Il y a quelque chose dans ma vitrine qui vous intéressera plus que le bain-joint. Pardonnez à une vieille femme son ingérence. À Lydia Larche. J'aimerais bien prendre le thé avec toi aujourd'hui à 17h. Apportez, s'il vous plaît, la clé de la paroisse de votre frère. Elle ouvre bien plus que les portes de la sacristie. À la femme du vicaire. Serait-il possible que nous utilisions votre salon pendant 10 minutes à 6h? Je vous expliquerai quand je vous verrai. C'est le genre d'explication qui se rapproche de la confession, même si ce n'est pas le nôtre. Elle envoya le garçon voler et lui servit 2 tasses supplémentaires, avec un air d'hospitalité irréprochable. L'inspecteur Crail arriva le premier. Il arrive comme par magie, la mâchoire en avant, son sens de l'autorité le précédant d'un demi-mètre. Il avait, remarqua Miss Marple, l'air d'un homme qui a été récemment contredit par une femme et qui s'en est offusqué. « Eh bien, Miss Marple, vous m'avez fait appeler. » Son regard impatient et interrogateur se posa aussitôt sur le rebord de la fenêtre. « Ah, oui, » dit Miss Marple, douce comme un sous-neuf. « N'est-ce pas obligeant? Le 4e, je crois. » Crail s'approcha, se pencha, se redressa. « Encore une de ces satanées choses. Ça prouve ce que je dis. L'Arche essaie de vous effrayer, si vous me permettez, de vous fouiner. »« Je suis très volontiers pardonné, » dit Miss Marple. « Je suis curieuse. » « Mais non, inspecteur. Monsieur Larche ne sent pas la menthe poivrée. » Crail le fixa. « Mais qu'est-ce que... » »« L'éventail, » dit Miss Marple. « Madame Veil vient. »« De le manipuler. Ses gants emporteront un peu de poussière de gomme-laque. Elle n'y peut rien. Elle a rapporté mon petit éventail réparé et a examiné le noir comme un chat examine la crème. C'est une restauratrice. Les restaurateurs réparent apparition. C'est une occupation qui peut devenir une habitude et une tentation. Elle était chez toi. L'indignation de Crail prit une tournure chevaleresque, comme lorsqu'il entendait parler de femmes faisant autre chose que du tricot. Tu as laissé un suspect. On ne fait pas se laisser. Un papillon de nuit tourne autour d'une lampe, dit Miss Marple. Il fera ce qu'on veut. Lydia Larche entra sans cérémonie, apportant un air vif et une clé accrochée à un ruban usé. Elle avait quitté son tablier, mais pas son air de maîtresse de maison. Voyant l'éventail, elle fit la grimace d'un scarabée sur un concombre. « Encore un, » dit-elle, « que le ciel nous sauve. » Si les fans n'étaient que la vérité, on devrait s'y noyer. Madame Veil l'a admiré, observa mademoiselle Marple, et elle m'a laissé un reçu avec les initiales de Monsieur Blackwell, là où elle n'avait rien à faire. Elle le ferait, dit Lydia avec une aversion farouche. Les femmes qui font profession de discrétion laissent toujours des traces de leur discrétion au mauvais endroit. Et maintenant? Maintenant, dit Miss Marple, nous allons au presbytère. Le presbytère? Demanda Crail, comme s'il l'interdisait comme un divertissement immoral. Oui, dit Miss Marple, parce qu'il y a une chose à laquelle les criminels bien tenus ne peuvent résister, un emploi du temps. Notre Madame Veil utilise le transporteur le vendredi. Elle est contente de respecter ses horaires. Elle est contente. Quelqu'un de placer les choses là où elles seront admirées au thé. Si nous demandons à la femme du pasteur d'annoncer parmi ses bonnes âmes un petit tri de livres de cantiques à 6h, une activité réservée aux personnes volontaires, notre visiteuse à vélo passera voir si son matériel de scène a mérité ses applaudissements. Elle ne pourra pas faire autrement. Et une personne qui ne peut se refuser est la plus facile à organiser. L'inspecteur Crail semblait sceptique. Et si elle ne vient pas? Alors, vous aurez fait une petite promenade après votre thé, dit gentiment Miss Marple. C'est bon pour la digestion. Ils trouvèrent la femme du pasteur comme Miss Marple l'avait prédit, heureuse d'être utile sans savoir comment, et savourant déjà la douce sensation de téléphoner à Madame Price Ridley pour lui demander 6 mains volontaires pour des recueils de cantiques. « Nous manquons toujours un peu de bras, » dit-elle en s'excusant auprès de Crail, qui supporta la situation comme un homme condamné au célibat. « Miss Marple fait tout si bien. Asseyez-vous, inspecteur, nous serons tout à fait respectables. » La respectabilité, songea Miss Marple, est un piège redoutable. Ceux qui craignent la disgrâce s'y aventurent sur la pointe des pieds,
Ceux qui la méprisent s'y jettent à grands pas, et ceux qui croient la posséder s'y jettent tête baissée. À 6h05, tandis que la femme du pasteur s'excusait de l'état vétuste des recueils de cantiques et que la première de ses assistantes, Dolly Bantry, vive de ragots, les disposait en rang sobre, la ruelle laissa échapper le son que Miss Marple attendait, une légère sonnerie discrète, comme le rire d'une dame en bas de l'escalier. Miss Marple regarda Creil. « On y va ?» Ils s'avancèrent dans la pénombre du soir. Les haies étaient d'un vert plus foncé. La route retenait les derniers rayons du jour comme un souffle. Un vélo était adossé au mur du presbytère, près du portail, comme les propriétaires le font lorsqu'ils prévoient d'entrer et de sortir, ni tout à fait rangé, ni laissé à la merci des enfants de curé. Les pneus étaient lisses. La sonnette, une de ces petites fixations européennes, sonnait bien. Le guidon droit était abîmé là où il avait trop souvent frôlé la brique rugueuse. « Attendez, » dit Miss Marple. Madame Veil sortit par le chemin de traverse. Elle avait ôté ses gants. Ses cheveux étaient lisses. Sa bouche avait cette courbe particulière que les femmes professionnelles utilisent pour le public. Ni invitante, ni rébarbative, une porte qu'il ne faut pas franchir. Elle tenait une carte couleur crème à la main. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle avec la douce surprise de quelqu'un qui découvre ce qu'elle a calculé. « Je laissais justement un mot à la femme de votre bon pasteur. Un oubli. Mon registre. Si pénible. Parfois. » « Oui, » dit Miss Marple. « Il vous arrive d'écrire ce que vous pensez dans la marge lorsque vous comptez écrire dans la chronique. Nous faisons tous cela. » L'inspecteur Creil fit un pas. Le regard de Madame Veil se porta sur lui. Elle le toisa, examina la voie, jeta un coup d'œil à son vélo. Elle sourit, seuls les angles bougeaient, et tendit la carte. « Pour vous, » dit-elle, « un reçu que j'ai omis toinvé. Val. Je n'aime pas être en désordre. » Miss Marple l'accepta et lut la ligne au crayon qui, même dans la lumière déclinante, était lisible à ses yeux soignés. AB 4 à 1 sixième, réglé. En dessous, comme ajouté plus tard, dans une écriture plus petite qu'on hésite à appeler féminine, une note, placée comme indiqué. Creil inspira, et son souffle devint un son comme un commencement. « Madame Veil, je crois. »« Je trouve, » dit Madame Veil, si doucement que Miss Marple faillit l'admirer, « que les gentlemen sont parfois brusques. Cela leur va moins bien qu'ils ne le pensent. » Elle posa la main sur le guidon de la bicyclette. « Bonsoir. »« Pas encore tout à fait, » dit Miss Marple, et elle posa une main polie et âgée sur la sonnette. Elle émit un petit tintement, net, très pur. « C'est toujours dommage, Madame Veil, qu'une personne qui adore les surfaces laisse sa signature dans l'air. Il y a une trace de gomme-laque sur le rebord de ma fenêtre. Il y a de la gomme-laque sur vos gants. Il y en a une odeur sur le mur de Monsieur Gris. Vous direz que ces odeurs appartiennent à votre métier et que le village est devenu fantaisiste. Peut-être, mais voici quelque chose de moins fantaisiste. Tom, au moulin, a entendu votre cloche sonner 3 soirs durant près de la haie, près de la passerelle, et la haie se souvient des mains pressées. Le visage de Madame Val, si bien dessiné, changea d'un cheveu. Sa bouche se figea. Ses yeux, qui aimaient regarder les choses, devinrent profonds et plats. Ce n'était pas de la culpabilité qui s'y lisait, c'était du calcul. Miss Marple avait vu ce regard chez une fille de St. Mary Mead, qui avait appris à briser les cœurs par le silence. « Je restaure des meubles, » dit Madame Veil. « Je ne pousse pas les filles dans les ruisseaux. »« Non, » dit Miss Marple doucement. « Vous ne poussez. Toi organisé. Mais mardi, votre arrangement exigeait de la hâte. Vous pensiez qu'Alice avait trop entendu près de la sacristie. Elle n'avait entendu que les mots « je ne peux pas », et vous avez cherché à la rendre muette et effrayée. Je ne pense pas que vous ayez voulu la noyer. Vous méprisez l'humidité et la boue. Vous vouliez la terrifier. Les gens qui polissent ne supportent pas les taches. La voix de Lydia Larche, vive et sans sentimentalité, me pénétra comme un courant d'air. Et tu ne supportes pas les vieilles choses qui ne veulent pas être renouvelées.
Tu as acheté ma patience et tu l'as trouvée trop chère. Madame Veil tourna la tête, se demandant s'il valait mieux parler à Lydia. Elle n'en fit rien. Elle se tourna vers Miss Marple. « Vous n'avez pas la moindre preuve, remarqua-t-elle presque gentiment. « Des preuves, dit Miss Marple, c'est ce dont les impatients ont besoin. Les modèles sont ce dont les femmes gagnent leur vie. Il y a suffisamment de modèles pour nourrir une chaumière. Vous avez fourni les éventails, comme vous avez fourni des conseils et des recettes qu'aucune dame ne nommerait. Monsieur Blackwell vous a payé, en argent et pour un rôle que vous avez adoré. Vous êtes régisseuse dans un petit théâtre de comté, Madame Veil, et lorsque votre acteur principal a dépassé les bornes, vous avez maintenu la pièce. 3 éventails pour la peur, un 4e pour l'art. Et si nous ne vous avions pas arrêté aujourd'hui, il y en aurait eu un 5e, peut-être, avec la femme du pasteur pour spectatrice. Cela vous aurait amusé. Placé comme indiqué, l'inspecteur Crail, qui s'était retenu avec l'effort d'un homme invité à écouter un travail d'aiguille alors qu'il rêve de sonner de la trompette, relâcha son souffle et bougea. Il le fit avec brio, discrètement, comme si poser la main sur la manche d'une dame était une évidence. « Madame Veil, dit-il, je vous arrête pour suspicion. »« Pourquoi ?» Sa voix ne s'éleva pas. « Pour du vernis ? Pour du papier ? Pour faire du vélo où je veux ? Pour complot, dit Crail, car il avait besoin d'un mot et celui-ci s'offrit de lui-même, et pour interférence avec les témoins, et pour le présent, pour les supporters, sur lequel, j'ose le dire, un magistrat aura un avis. Madame Veil rit d'un petit rire méprisant. « Des fans !»« Oui, dit Miss Marple d'une voix très douce. Et après avoir examiné ensemble votre registre avec ses remarques personnelles, le livret du facteur avec ses vendredis, et après avoir demandé à M. Grice de nous montrer le colis qu'il vous a réservé en guise de faveur, nous aurons d'autres choses. Pas seulement des éventails, des reçus, des notes écrites d'une main soignée qui aime écrire ses initiales, peut-être un petit bout de papier glissé dans un gant avec une demi-phrase, 3 à placer, qui ira très bien avec vos crayonnés. On apprécie tellement quand un modèle prend forme. Madame Veil releva sa manche comme pour se débarrasser de tout contact. « Vous êtes une vieille femme très désagréable, dit-elle. Vous vous mêlez de tout. Vous vous complaisez dans les tours. »« Non, dit Miss Marple, et pendant un instant son regard ne fut pas du tout doux. Je suis contente que des gens ne soient pas tués dans des fêtes ou dans des ruisseaux parce qu'ils ont fait preuve de bêtise devant un homme intelligent et une femme plus intelligente encore. Je suis contente qu'une personne qui aime l'apparence des choses soit obligée d'affronter ce qu'elle a fait à son fort intérieur. » Le regard du restaurateur se déplaça. Pour la première fois, il ne mesurait pas. Il cherchait, mais ne trouvait aucune ligne à suivre. La sonnette de vélo, entre l'index et le pouce de Miss Marple, émit un autre petit tintement effronté. « Emmenez-la, dit Lydia Larche, avec plus de lassitude que de triomphe. Et ensuite, inspecteur, si vous avez l'obligeance de voir mon frère et de lui dire qu'il peut rentrer sans se comporter comme un imbécile, je vous ferai un gâteau. Vous avez été raisonnablement patient pour un homme. » Crail rougit, ce qui le fit se sentir mieux. « Je le ferai, dit-il. » Madame Veil s'avança entre eux sans résistance. Elle ne se retourna pas. C'était, songea Miss Marple, une vanité raisonnable. Se retourner équivaudrait à accepter une audience. Madame Veil préféra partir à sa guise. À la grille, Miss Marple les appela doucement. « Inspecteur, demandez la ficelle au papetier. La fille vous sera utile. Et le livreur, le vendredi, une boîte à chapeau avec de la soie qui dépasse là où le couvercle ne tient pas. Cela vous fera gagner du temps. » Crail hocha la tête, et comme il avait un bon caractère, lui tira son chapeau comme à une collègue qui lui avait rendu un service professionnel sans être payé. Le groupe descendit le chemin. La lumière baissa encore. Le village, après ses divertissements du soir, tira ses rideaux dans un léger bruissement satisfait. Dolly Bantry sortit du presbytère avec des recueils de cantiques, essoufflée et incandescente. « Jane, oh Jane, toison méchant et merveilleux. Est-ce fait? Est-ce vraiment fait? Non,
dit Miss Marple d'une voix redevenue très douce. Il s'agit d'organiser. Le faire viendra plus tard. Nous avons, je crois, supprimé Hunnell a quitté la scène. Mais il y en a un autre. Madame Val aime arranger les choses. Elle a utilisé le goût d'Adrian Blackwell, la vanité de M. Gryce et la ruse des autres. Elle est capable de bousculer quand elle a peur. Pourtant, elle regarda au-delà de Dolly vers le ruisseau qu'on ne voyait pas d'ici, et entendit dans sa tête le sifflement d'une inspiration rapide avant une bousculade. Pourtant, la peur dans la haie avait une autre cadence. On verra bien. Encore un. Dolly tremblait, mi-ravie, mi-terrifiée. Qui donc? Quelqu'un qui n'est pas bien rangé là où il est, dit Miss Marple. Ou lui. Quelqu'un qui aimait être dirigé. Il faut laisser un peu d'espace entre le régisseur et le machiniste. Quand cet espace se libère, les gens usent de leur liberté de façon étrange. Elle retourna vers sa chaumière où un petit ventilateur réparé reposait dans un mouchoir en papier, et sur le buffet de la cuisine, une soucoupe contenait 2 particules brillantes qui, quelques heures auparavant, semblaient insignifiantes. Le village parlerait d'arrestation ce soir, et dormirait un peu mieux. Miss Marple mit la bouilloire en marche et servit une tasse. Puis, après un moment de réflexion, elle en servit 2. « Demain, dit-elle, comme à un enfant qu'elle aimait bien mais en qui elle n'avait pas entièrement confiance, tu me diras, Adrian Blackwell, ce que tu as acheté d'autre avec tes dettes, et à qui. » La bouilloire se mit à ronronner. Dehors, le chemin respirait. Quelque part, un loquet se souleva et retomba. Le ventilateur sur le rebord de la fenêtre ne bougea pas, mais dans le silence du petit salon, la vieille dame aux cheveux soignés et au regard perçant et bienveillant avait l'air de quelqu'un qui, après avoir tourné un ouvrage, a enfin aperçu le côté avec le motif et qui sait qu'il ne lui reste plus qu'à broder. Chapitre 11. Fils dans la marge. Rose Hill se réveilla le lendemain matin sous le soleil léger et laborieux qui assèche un village après une journée chargée d'émotions. Les rideaux étaient tirés avec une détermination renouvelée, les marches étaient prottées, et plus d'une ménagère pensa, non sans bienveillance, qu'une petite arrestation judicieusement placée faisait des merveilles pour les bonnes manières. L'inspecteur Crail, aperçu passant devant l'épicier avec un air de fatigue, justifié, avait l'air d'un homme qui se croyait presque capable de s'autoriser un cigare au déjeuner. Monsieur Larche, rentrant chez lui, le menton carré collé à l'angle de l'honnête homme incompris, s'inclina devant un monde qui s'était trompé à son égard et était disposé à le lui pardonner. La femme du pasteur rencontra Miss Marple sur le pré et dit, avec ce soulagement haletant propre aux femmes de bien qui ont craint le scandale, « Comme nous sommes reconnaissantes que ce ne soit pas l'un des nôtres », ce qui signifiait tout et rien. Miss Marple esquissa son doux sourire et dit seulement « Nous verrons, ma chère », ce que la femme du vicaire prit pour un accord, car elle le souhaitait. Dans le salon de Miss Marple, le petit éventail réparé reposait dans son mouchoir, tel un secret bien gardé. Sur le buffet de la cuisine, la soucoupe ornée de 2 paillettes brillantes attendait avec la même fidélité qu'un chien de campagne. Miss Marple les regarda tous deux avec approbation. Puis, comme ces jours-là sont faits pour faire des courses, elle noua son chapeau et prit sa canne. Elle se rendit d'abord chez le papetier de Marlécombe. La caissière, ravie d'être importante, sortit sans qu'on lui ait demandé une pelote de ficelle rougeâtre et, plus obligeamment encore, le carnet du facteur. « Surtout le vendredi, » dit-elle en tapotant les colonnes bien nettes. « Et le mardi, quand il y en a en plus. Voyez, mademoiselle, la main de madame Veil. Vendredi dernier, une boîte à chapeau, celle-ci, déposée comme « théâtre ». Elle rougit comme si elle avait dit quelque chose d'audacieux. Et mardi avant cela, 2 petits colis à GSE seraient M. Gryce. Il veille sur tout, dit-il. J'aime toujours les hommes qui gardent les choses en sécurité. Moi aussi, dit doucement Miss Marple. Ça évite les ennuis quand on veut les récupérer. La fille rit, ravie de la blague et encore plus ravie de s'y sentir impliquée.
Elle enroula la ficelle d'un geste théâtral et dit « L'inspecteur est passé. Il a demandé des nouvelles de Fridays. Je lui ai dit ce que vous m'aviez dit. Merci, ma chère. C'est un bonheur de voir un bout de ficelle faire une œuvre utile. » De chez le papetier, Miss Marple se rendit dans la cour de l'auberge. Le porteur, un homme mélancolique dont les chevaux étaient sa seule poésie, lui ôta sa casquette et, lorsqu'elle admira la robe tachetée de son hongre, prononça sans qu'on lui demande un mot. « Oui, mademoiselle, j'ai pris une boîte à madame Veil le matin de la fête. De la soie noire était visible là où le couvercle ne tenait pas. Je trouvais ça osé, noir pour une cérémonie religieuse, mais ce n'est pas mon rôle de prêcher. »« Non, vraiment, » dit Miss Marple, « juste pour me souvenir. » Il s'en souvenait très bien. Il se souvenait aussi que M. Gris était allé chercher une boîte similaire dans la diligence mercredi, et l'avait gardée chez lui car, disait-il, la personne qui la demandait était frivole et risquait de ne pas être là. Le porteur n'avait pas dit « Madame Veil », car c'était un gentleman d'un certain âge qui taisait le nom d'une femme en cas de problème à proximité. Miss Marple le remercia et se tourna vers Rose Hill d'un pas léger et professionnel. Arrivée au green, elle resta un instant au bord, comme si elle admirait les dahlias de la bordure des Bantry. En réalité, son regard se portait vers le bureau de poste. La porte était ouverte. Un plateau de cartes postales était penché, comme sur la vitrine. Viaduc, moulin, clocher. Derrière le comptoir, M. Gris, avec sa coiffure soignée et son air de citoyen, distribuait des timbres à un garçon de ferme, comme s'il s'agissait de mandat, et glissait un livret d'épargne dans sa pochette comme s'il présentait une charte en vélin. Un homme ordonné, M. Gris, un homme qui aimait les compartiments. Miss Marple entra avec l'air d'une vieille dame qui a fait plus de chemin qu'elle ne le pensait et qui aurait apprécié la place qu'il s'était empressé de lui offrir. « Comme c'est gentil à vous, » murmura-t-elle en s'installant. « J'ai l'impression que les jambes trahissent l'âge plus vite que le visage. »« C'est une vérité, Miss Marple, » dit M. Gryce, ravi de la détenir. « En quoi pouvons-nous vous être utiles ?»« On aime tant se rendre utile, » dit Miss Marple en regardant avec plaisir les affiches prônant l'économie. « Savez-vous, M. Gryce, que je n'avais jamais réalisé à quel point l'agencement d'un bureau de poste était intéressant. Tous ces casiers, on pourrait deviner à quelle vie elle appartient. »« En effet, » dit M. Gryce en se pavanant, « l'ordre, Miss Marple, c'est la civilisation. Sans lui... » Il fit un petit geste continental des doigts, comme pour disperser le chaos. « Tout à fait, » murmura Miss Marple. « Et quelle bonne idée de garder un colis de temps en temps pour quelqu'un qui n'a pas le droit d'aller le chercher lui-même. Si j'avais un colis que je ne voulais pas voir dans mon hall, je serais reconnaissante à mon maître de poste. » Les paupières de M. Gris vacillèrent, non pas de culpabilité, mais de plaisir. « Nous nous efforçons de vous satisfaire. » Il paraît. Le regard de Miss Marple se porta sur la porte de la petite pièce du fond, à peine plus grande qu'un placard, où les affaires privées sont tenues à l'écart du public. Mercredi dernier, je crois, une boîte à chapeau de Marlécombe, un objet tellement féminin à ranger. Je l'imagine avec un petit nuage de soie qui dépassait du couvercle. M. Gryce la regarda rapidement. Sa bouche soignée se dessina comme une expression sèche et courtoise, qui, sur un autre visage, aurait pu être les deux. « Je ne peux pas m'engager à discuter des affaires des clients, Miss Marple. »« Bien sûr que non, » dit Miss Marple. « Pas plus que Madame Veil ne discuterait de son registre marqué Lagrange, à Blackwell, avec ses vendredis et sa petite rubrique « Commentaires », où elle écrit des initiales qui ne me regardent pas. Quelle folie de ma part !» Elle se leva, légèrement troublée, comme réprimandée. « Je ne vous retarderai pas. »« Pas du tout, » dit M. Gris, flatté. Il aurait voulu tenir la porte, mais Miss Marple était déjà là. Elle n'alla pas bien loin. Debout, placidement, près des cartes postales, elle examinait la vue du viaduc avec un sérieux disproportionné par rapport à sa valeur artistique. Elle écoutait. Les pas de M. Gris dans l'arrière-boutique, le frottement du carton, le léger bruit et trahissant d'un mouchoir en papier trop souvent manipulé, puis le murmure du papier qui se déchire doucement, là où une ficelle est nouée trop serrée,
comme le font les hommes d'ordre. Miss Marple est revenue. « Monsieur Gris, dit-elle, vous avez une excellente mémoire pour les nœuds. » Il sursauta et se retourna, la boîte à la main. De près, l'objet avait cet air que prennent ces boîtes lorsque leur contenu leur donne des airs. Carton crème, une discrète estampille de fabricant, et là où le couvercle refusait de s'aplatir, un morceau de soie noire apparaissait comme par vanité. Au coin du couvercle, d'une petite écriture qu'elle reconnut, 2 lettres au crayon. BF étaient écrites comme dans un alphabet privé. Monsieur Gris vit la direction de son regard et couvrit les lettres d'une paume humide. « C'est intolérable, » dit-il en s'efforçant de faire preuve de dignité. « Vous ne pouvez pas, Miss Marple. Vous êtes une dame. »« Les dames ont des yeux, » répondit Miss Marple toujours aussi douce, « et un nez. Le vôtre, par exemple, me dit que vous coupez votre papier avec un petit couteau imprégné de cire à meubles. C'est un parfum inhabituel, Monsieur Gris. Il attire les personnes qui fréquentent les restaurateurs. » Son visage s'est obscurci. Pas de culpabilité, encore une fois, du ressentiment. « Je n'ai rien fait de mal. »« Non ?» Le ton de Miss Marple était empreint de compassion. « Je crois que vous avez fait ce que font les hommes ordonnés quand des gens négligés les effraient. Vous avez gardé des choses pour les autres. Vous avez fait passer des colis. Vous avez apprécié, pardonnez-moi, c'est humain, le sentiment d'entraver les affaires. Le mal, la méchanceté, si vous voulez, commence quand vous savez que ce que vous passez est censé vous alarmer et que vous le passez quand même. Quand vous rangez, puis que vous faites comme si vous n'aviez pas remarqué la soie noire comme une langue, quand une fille est bousculée par un ruisseau et que vous vous dites que ce n'est pas le vôtre. » Monsieur Gris s'humecta les lèvres. « Vous êtes très injuste. »« Je suis très vieille, » dit Miss Marple. « On manque de tout sauf de thé. Où est l'autre moitié de... » La lettre déchirée de Monsieur Blackwell. Il releva la tête. Le petit discours qu'il avait élaboré s'éteignit dans sa gorge, comme un papillon de nuit sur une vitre. « Je ne sais rien de... » « C'est vrai, Monsieur Gris, vous conservez les choses. C'est votre fierté. Vous ne brûleriez pas un morceau intéressant sans regarder, et vous ne regarderiez pas sans en garder juste assez pour vous prouver que vous pourriez, si on vous y poussait, produire de la vertu. Toi, être un homme respectable. Les hommes respectables sont une plaie pour eux-mêmes lorsque des méchants les flattent. » Il fixa le paysage, puis ses yeux glissèrent, très légèrement, vers le registre sur le comptoir, comme si la vertu était tombée entre ses feuilles. Miss Marple attendait. Après un moment qui lui parut plus long qu'il ne l'était, Monsieur Gris ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Il la posa sur le comptoir et retira sa main comme si elle était brûlante. À l'intérieur se trouvait une demi-feuille écrite dans la main ferme et satisfaite de Monsieur Blackwell. Les dettes s'arrangent d'elles-mêmes quand on a envie de les arranger. La dame est persuadée. Les fans sont amusants. 3 à placer. La phrase s'interrompit dans son ambition nette. Et l'autre moitié, demanda Miss Marple. Je ne sais pas. C'était la vérité. La panique perçait dans la voix de l'homme ordonné qui découvrait qu'il n'était qu'un compartiment dans un placard dont les tiroirs étaient plus profonds que son plan de travail. Madame Veil a dit... Il s'interrompit, avec l'horreur de quelqu'un qui n'a pas voulu prononcer ce nom devant un détective et une vieille dame. « Oui, » dit Miss Marple, « elle dit des choses. Elle a dit que vous étiez discret. Elle a dit que vous étiez réservé pour des amis. Elle l'a dit avec admiration. Comme cela a dû être agréable. Vous est-il venu à l'esprit que M. Blackwell n'admirait personne ? M. Gris porte la main à son col. C'était un gentleman. Il ne l'était pas, dit Miss Marple avec une rare acuité. C'était un homme qui aimait voir ce que l'attention pouvait acheter. Il achetait celui de Madame Veil, il achetait celui des autres. Il a essayé d'acheter celui de Madame Léonard, et l'a trouvé cher lorsqu'elle a résisté. Il vous aurait acheté si vous aviez été à vendre. En fait, il vous a loué pour 6 pence et un compliment. Monsieur Gris tressaillit, ce qui signifiait qu'il la comprenait et détestait cela. Sa bouche tremblait. « Je n'ai jamais levé la main. »« Non, »
dit Miss Marple. On ne touche pas aux choses. On les passe. Elle plia la demi-lettre comme on plie une serviette après un repas non apprécié. Vous remettrez ceci à l'inspecteur Creil. C'est un homme ordonné à sa manière. Cela rentrera dans son dossier, et vous lui apporterez la boîte à chapeau de votre arrière-boutique, et tout reçu portant BF ou AB. Si tu ne le fais pas, il ira les chercher. Il est d'humeur. L'image de l'inspecteur Creil fouillant dans ses tiroirs fit trembler l'esprit ordonné de M. Gryce. Il dit avec un dernier frémissement de dignité « Vous êtes très dur. »« Je suis très pragmatique, » dit Miss Marple. « La dureté est pour les jeunes. »« Bonjour. » Au chalet, Miss Marple trouva Dolly Bantry posée sur le pas de la porte, comme une bonne nouvelle incapable d'attendre. « Jane, qu'en penses-tu ? Madame Léonard m'a fait dire qu'elle aimerait te voir, immédiatement, seule. Le visage du messager est comme une croûte qui ne peut contenir sa garniture. Alors, il faut soutenir la tarte, dit Miss Marple. Reviens à 4 heures, ma chère Dolly, et apporte ton dé. On pourra peut-être faire un ourlet. Dolly se contenta de ce délicieux flou et s'éloigna, rayonnante. Miss Marple prit le chemin qui menait chez les Léonard, le long de la haie. Elle aimait les haies. Elles écoutent et ne disent rien. Madame Léonard la reçut dans le petit salon aménagé, pensa gentiment Miss Marple, pour flatter la maîtresse de maison et lui faire sentir qu'elle était plus jolie. Ce matin-là, cela ne réussit pas. Madame Léonard avait tiré ses cheveux trop fort, et sa bouche avait perdu cette douce incertitude naturelle qui avait toujours été. Miss Marple l'avait toujours cru sa meilleure défense. En bref, elle avait l'air d'une femme décidée à dire la vérité et craignant que cela ne soit injuste. « J'ai été très bête, » dit-elle sans préambule. « Je trouve qu'on paie 2 fois sa bêtise, une fois quand on la commet, une fois quand on l'avoue. Vous me facilitez les choses, Miss Marple, en faisant comme si vous m'aviez déjà pardonné. Pardonner aux jolies jeunes femmes est une de mes vanités, dit Miss Marple en s'asseyant. Dites-moi. » Madame Léonard tortilla un mouchoir. Il y a 1 an, peut-être plus, Monsieur Blackwell a demandé à mon mari d'être témoin d'un document. Une petite affaire, comme il l'appelait, quelque chose à voir avec la garde temporaire d'un calice qui serait transféré correctement, une fois la provenance réglée. C'est ainsi qu'il parlait, comme si la vérité était une table sur laquelle on pourrait poser une nappe. Mon mari, oh il est si consciencieux, a demandé à voir le document. Monsieur Blackwell a ri et a dit que les notaires étaient de vieilles dames et qu'il viendrait le chercher un autre jour. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il est venu me voir. Il m'a fait sentir. Ses lèvres tremblaient. Peu importe. J'ai écrit mon nom au coin d'un reçu sans que cela signifie quoi que ce soit. Plus tard, il m'a expliqué que le reçu avec mon nom au coin signifiait tout autre chose, que si l'on pensait que le calice était en ma possession, personne ne le remettrait en question, que les dames avaient le droit de faire des bêtises avec de jolies vieilles choses. Il a dit, si on me le demandait, que je l'avais emprunté pour consulter un modèle de broderie. Elle a ri, un petit rire laid, nouveau pour elle. Il aimait bien me ridiculiser. Oui, répondit Miss Marple, il le ferait. Quand je lui ai dit que je lui dirais immédiatement ce que j'avais fait, il a souri et m'a dit que le papier avait brûlé et que la cendre était très saillante. C'est ce qu'il a dit. Très saillant. Après, il y a eu les fans. Le calice ? Demanda Miss Marple. Je crois, je ne sais pas, que Madame Veil l'a amélioré. C'est le mot. Il était plus récent qu'il n'y paraissait, et on aurait préféré qu'il soit plus ancien. Monsieur Larche n'a pas voulu. Il a dit, avec tant de courage, qu'il ne couvrirait pas l'église de mensonges. C'est alors que Monsieur Blackwell s'est disputé avec lui en public. Par la suite, on m'a convoqué à la sacristie, car j'étais facile à effrayer. Les aiguilles de Miss Marple, dans leur sac, émirent un léger clic agréable, comme pour dire qu'elles aussi avaient vu de tels écheveaux. Vous avez bien fait de me le dire maintenant. Madame Léonard se couvrit les yeux un instant. Il est mort, murmura-t-elle, et j'ai encore peur de ce qu'il a déclenché chez les autres.
J'ai entendu un bruit de vélo la nuit dernière. Je suis resté allongé là, pensant que je hurlerais si ça recommençait. Alors il faut que la voie soit bien remplie, dit Miss Marple. Les pieds, c'est le confort des vélos. Merci, ma chère. À la porte, Madame Léonard la saisit par la manche. Mademoiselle Marple, vous ne pensez pas... Je veux dire... Ses joues se colorèrent. Monsieur Gris est tellement... respectable. La respectabilité, dit Miss Marple, est un excellent manteau pour une petite pluie. Contre un orage, elle ne sert à rien. Sur le chemin du retour, elle rencontra l'inspecteur Crail qui venait en sens inverse avec un regard qu'elle avait appris à apprécier. Le regard d'un homme dont l'obstination a été flattée par les faits au point de se qualifier de jugement. « J'ai la boîte à chapeau », annonça-t-il sans le saluer, et la moitié d'une lettre qui se prétend entière. La restauratrice est très proche de ses livres, mais elle n'est pas magicienne. Il y en a assez. Je l'ai envoyée à la barre. Grace ne sera pas belle à la barre. Rares sont les hommes ordonnés lorsqu'on ouvre leur tiroir, dit Miss Marple. Soyez modérés avec lui, je vous en prie. Il a été un imbécile, ce qui n'est pas toujours un crime. Crail grogna. Et le poison? Miss Marple avait l'air très innocente. Vous savez aussi bien que moi qu'il y avait du poison, dit Crail avec l'impatience d'un homme forcé d'admettre un autre point soulevé par une femme. Haydock le pense. Il ne peut pas encore le nommer. Blackwell s'est effondré trop vite pour le cœur. Si ce n'étaient pas les ventilateurs. Ce n'étaient pas les supporters, dit Miss Marple, et sa voix exprimait une certitude qu'on ne retrouvait pas souvent en public. Les supporters, c'était du théâtre. Le meurtre, c'était du ménage. Crail cligna des yeux. Maison? Du thé, inspecteur. On sert du thé dans un village où une centaine de femmes le préparent chaque jour sans tuer personne, et où une personne qui n'a jamais pris la peine d'apprendre la différence entre hospitalité et commodité a trouvé l'endroit idéal pour déposer quelque chose de désagréable. Je ne sais pas encore de quelle main il s'agit, mais je connais l'esprit. Nous y reviendrons lorsque la scène sera dégagée et que le machiniste se sera retrouvé sans son régisseur. Crail, qui avait été apaisé par l'action et était toujours décomposé par les énigmes, émit un son qui aurait pu être un accord, et continua son chemin officiel. Miss Marple, restée seule sur le pré, songea aux tasses, aux mains et aux habitudes. Elle pensa aussi à l'odeur qui montait de la haie, vernis et peur, et à la façon dont elle s'était accrochée au mur devant le domaine de M. Gryce. Elle ne pensait pas que M. Gryce ait poussé une fille. Elle pensait que M. Gryce avait admiré une femme qui le faisait, et s'était dit qu'il admirait son industrie. De retour dans son salon, elle sortit un petit carnet dans lequel, contrairement à sa propre règle, elle avait commencé à écrire une liste. Madame Veil, régisseur, fan, vendredi, Gomme-Lac Paimpri, M. Gryce, gardien de colis, demi-lettre, vanité, avoué, Madame Léonard, victime de pression, signature utilisée, être protégé. Monsieur Mélèze, un faux fuyant par tempérament, exonéré à temps. Tom point yeux et oreilles, corde, cloche. Bon garçon, main inconnue. Poussé au ruisseau. T. Une personne qui mène la pièce sans réplique, qui obéit facilement, qui aime se sentir intelligente mais pas responsable. Son crayon s'arrêta sur ce dernier point. La page la regarda avec la froide candeur du papier qui n'a rien à cacher. Elle se tourna vers la fenêtre, où la lumière baignait joliment le rebord et où l'emplacement du 4e éventail n'avait laissé aucune trace. Non, le vernis et les éventails étaient une vérité. La tasse et la cuisine en étaient une autre. On frappa à la porte. Un petit coup pincé toc-toc cela annonçait une femme qui savait attendre longtemps et entrer rapidement. Lydia Larche, sans préambule, déposa un petit paquet de papier kraft sur la table et le déballa. « Du placard de la sacristie, dit-elle. J'en ai assez des hommes qui piétinent mes sols pour y jeter un coup d'œil. S'il y a bien quelque chose dans cette affaire qui sent la vérité, c'est sous le vieux linge d'autel. Il y a un coin que personne ne range. » Du paquet sortirent un rouleau de coton, jauni par le passage légitime du temps, et une petite bouteille enveloppée de papier portant l'étiquette fantôme d'une pharmacie. Miss Marple la souleva délicatement.
Une trace de liquide clair et sec se lisait sur le bord. « Le bain-joint de ton frère, » dit-elle en réfléchissant à voix haute, « sert à polir. Ce n'est pas du bain-joint. C'est... » Elle renifla et fronça les sourcils. Amer. Étrange. Une de ces horribles teintures modernes dont certains chimistes se vantent. On n'en utiliserait pas beaucoup si on ne se souciait pas de l'endroit où on le mettait. Lydia croisa les bras. « Ça m'a dérangé. Je ne peux pas tenir une maison avec une église pleine de bouteilles. Fais quelque chose avec ça. »« Je le ferai, » dit Miss Marple. « Je le montrerai au docteur Haydock, et nous verrons si son latin est à la hauteur de la vanité du chimiste. » Lydia se détendit d'un cheveu, ce qui, chez elle, était une caresse. « Et le fou de la poste ?»« Un imbécile, » dit Miss Marple. « Quel soulagement !»« Je préfère les imbéciles aux méchants, et ils sont plus faciles à éduquer. » Lydia renifla. « Apprends-lui alors. Je vais faire des gâteaux. » Une fois partie, Miss Marple resta immobile, la petite bouteille à la main, et observa, avec cette vision intérieure qui vient à ceux qui ont longtemps vécu dans les villages, le déroulement des heures suivantes. Creil tonnerait après M. Gryce, qui bêlerait et sortirait ses enveloppes. Madame Veil resterait assise, très droite, sans rien dire. Le facteur se gratterait la tête et témoignerait « vendredi ». Le papetier serait résolu et serviable. Tout cela était convenable et agréable et allégerait le poids d'une communauté. Mais le meurtre ne se contente pas de propreté. Il exige de la compréhension. C'est un désordre intérieur. Miss Marple posa la petite bouteille à côté de la soucoupe et des 2 paillettes brillantes. Elle posa brièvement la main sur la table, comme s'il s'agissait d'une créature endormie qu'elle affectionnait. Puis elle sonna le garçon et envoya un mot au docteur Haydock, avec une demande si précise qu'elle ne pouvait être refusée par un homme qui avait choisi la médecine comme moyen sûr de se rendre utile. « Demain, » dit-elle à la pièce silencieuse, et peut-être à Adrian Blackwell, dont l'ombre avait une façon impertinente d'écouter. « Nous poserons les éventails et ramasserons les tasses. Et puis, je crois ce sera l'heure d'une petite comédie familiale. Pas du théâtre celui-là, une pièce de cuisine. » Dehors, la ruelle laissa échapper un son semblable à celui d'une pièce lancée à revers, une légère sonnette de vélo, entendue puis refusée. Miss Marple ne se retourna pas. Elle avait d'autres oreilles que ses voisins et d'autres moments que les leurs. Lorsque la sonnette retentit de nouveau, plus loin, elle sourit sans rire. « La scène est libre, » dit-elle. « Voyons ce que fait le machiniste quand il n'y a plus personne pour le guider. » Chapitre 12. Une pièce de cuisine. Le docteur Haydock arriva à 11 heures, avec son sac et son attitude pragmatique qui avait réconforté Rose Hill à travers plus d'entorses, d'accouchements et de petites catastrophes que quiconque se souvenait. Il prit le petit flacon que Lydia Larche avait trouvé, le renifla, fronça les sourcils et déposa une tête d'épingle du résidu sur un morceau de papier humide, avec la méticulosité d'un homme qui déteste les drames à l'heure du petit déjeuner. « De l'aconite, » dit-il au bout d'un moment, avec l'air de nommer une connaissance ennuyeuse. « De la teinture, pas fraîche, le genre que tout chimiste entreprenant considère comme un atout, amer comme un sermon et rapide. Quelques gouttes suffisent, trop peu pour le goût si la boisson est chaude et sucrée. Vous vous en doutiez, Miss Marple. J'aimerais que vous vous en doutiez moins parfois. Cela donne la désagréable impression d'être en retard. »« C'est juste que j'ai plus de temps pour réfléchir et moins pour agir, » rétorqua Miss Marple, « et que je n'ai aucune honte à l'égard de la nature humaine. Il faut être bien bête pour croire que les gens font attention à leur thé, vous savez. » Il hocha la tête, comme pour un hommage réticent. « Oui. Le début correspondrait. Faiblesse, effondrement, quelques battements peut-être, le cœur refusant de faire semblant d'être courageux. Votre monsieur Blackwell avait un cœur, je n'en doute pas. Je doute seulement de son utilité. Cela l'aurait renversé en public aussi proprement que si on avait coupé une corde. Le ménage, dit Miss Marple, pas le théâtre. Exactement. Et Miss Marple. Il hésita, puis reposa la bouteille avec plus de précaution qu'il n'en fallait. Vous ferez quelque chose de ce savoir.
J'inviterai des dames à prendre le thé, dit Miss Marple avec une telle complaisance sereine que le docteur la fixa du regard. Que Dieu vienne en aide à Rose Hill, murmura-t-il, mais il y avait de l'admiration dans ses paroles, et il emporta sa bouteille comme un homme à qui on a confié un rôle et qui le sait. À 3h30, Miss Marple se présenta au presbytère, où la bonne maîtresse de maison, rouge, agitée et munie de liste, était aussi contente que n'importe quelle hôtesse qui peut améliorer sa paroisse par le simple expédient de l'eau bouillante. « Nous allons répéter nos préparatifs pour le thé des moissons, » expliqua-t-elle à l'inspecteur Crail, venu sur invitation de Miss Marple, la patience officielle à l'avenant. C'est indispensable, car l'année dernière, Madame Price Ridley a insisté sur le fait que les tasses étaient mal empilées. Si quelqu'un venait à s'évanouir, Dieu nous en préserve, on déteste se sentir coupable. En effet, dit Miss Marple, il faut apprendre à danser, une pièce de théâtre. C'était une cuisine agréable et rutilante. Table nettoyée, bouilloire lustrée, rangée de tasses sur un torchon, tels de petits moutons blancs prêts à être comptés. Dans cette scène, les joueurs, avec leurs tabliers et leurs opinions, appelés nominalement pour aider à la moisson, occupaient en réalité leurs places habituelles. Madame Price Ridley arrive la première, avec son ombrelle et son air constant de prête à présider une petite cour martiale. Mademoiselle Hartnell la suivit, vive et consciencieuse, pleine d'assurance et de bonne volonté. Alice se glissa timidement à l'intérieur, ajustant le tablier emprunté à sa taille d'une main nerveuse. La femme du pasteur lui tapota l'épaule. Et Madame Archer de l'épicier, une femme compétente qui savait au centime près ce que mangeaient tous les foyers de Rose Hill, arriva la dernière, scrutant l'urne avec un intérêt particulier. « Madame Archer, dit gentiment Miss Marple, vous versez si bien. Pourriez-vous me montrer comment vous avez fait à la fête? Je suis terriblement lente avec le bec. » Le visage de Madame Archer prit une expression flatteuse et dépréciative. « Oh, Miss Marple, vous me faites trop d'honneur. Ce serait rien. Nous avons placé l'urne ici. Madame Price Ridley aime que les tasses soient placées à sa gauche. Voilà, c'est ça. Et le sucrier ici avec les pinces. J'ai demandé à Alice de passer le lait. Elle est légère. Voilà, canard. Et Miss Hartnell a bien fait la queue. On se bouscule, à une fête. Je dis toujours que le thé fait ressortir le meilleur comme le pire. »« Tout à fait vrai, » murmura Miss Marple. « Et Monsieur Blackwell ? » ?»« Il a fait preuve d'une audace incroyable, » dit Madame Archer avec délectation. « Il a demandé du citron, s'il vous plaît. »« Du citron, ce n'est pas habituel, mais on avait un plat de tranches pour ceux qui aimaient se faire passer pour des étrangers. Je m'en souviens, car je pensais à l'allure que ça donnait. Un gentleman londonien prenant son thé comme ça sous une tente d'église. Je lui ai donné la même chose qu'aux autres. Je ne fais pas de préférence. Il m'a souri, audacieux. » Elle serra les lèvres. « Je ne suis pas d'accord avec ça. »« Moi non plus, » dit Miss Marple. « Pourriez-vous nous montrer? Imaginez que c'est le moment idéal. » Madame Archer rit. « Vous êtes une vraie star, Miss Marple. Très bien. » Elle prit la théière avec un mouvement d'économie qui aurait honoré une scène, l'inclina pour montrer comment elle versait, posa une tranche de citron d'un doigt précis et tint la tasse en équilibre. « Voilà. »« Super, » dit Miss Marple. « Juste une petite chose. Pourriez-vous, juste pour aujourd'hui, accrocher votre tablier là où vous l'avez accroché à la fête? À la patère derrière la porte? » « Bien sûr. » Madame Archer le dénoua, passa la main derrière la porte du garde-manger et l'accrocha au crochet habituel. La poche du tablier, lourde de son seul tissu, pivota et resta immobile. « Alice, » poursuivit mademoiselle Marple, tranquille. « Apportez le lait à Madame Price Ridley. Mademoiselle Hartnell, voyez comment la queue passe. Madame Archer, servez-en un autre. » Ils s'entraînèrent quelques minutes. Les tasses s'avançaient, le lait suivait. Le sucre était négocié avec une équité anxieuse. La bouilloire respirait. La femme du pasteur rayonnait d'une piété anxieuse. L'inspecteur Crail se tenait devant le buffet, les bras croisés, et s'efforçait d'avoir un air à la fois sceptique et attentif.
On en revient aux mains, dit Miss Marple doucement, presque pour elle-même. On fait ce qu'on a fait parce que le corps s'en souvient. Madame Archer, à la fête, où avez-vous rangé le couteau à citron? Dans le tiroir, dit promptement Madame Archer, et elle l'ouvrit. Le couteau était là où toute bonne ménagère l'aurait rangé, en travers, devant, propre, le fil émoussé par un travail honnête. Et le petit flacon d'arôme pour le gâteau? Demanda Miss Marple d'un ton innocent à la femme du pasteur. De la vanille? Je suis curieuse. On met des choses tellement bizarres dans les gâteaux maintenant. Oh, dans le placard, dit la femme du pasteur, agitée mais désireuse d'aider. Elle l'ouvrit. Une petite rangée de bouteilles se dressait comme des soldats debout. Vanille, amande, citron. Derrière elle, à moitié cachée par un chiffon plié, se trouvait quelque chose d'autre, vide maintenant, qui, lorsqu'on l'avait emporté, avait laissé une légère empreinte dans la poussière et l'odeur fantomatique d'un produit étranger. Miss Marple ne toucha pas l'étagère. Elle se retourna très doucement, très pragmatiquement. « Nous avons tous fait comme ça, » observa-t-elle. Madame Archer a attrapé le couteau à citron sans regarder. Mademoiselle Hartnell a guidé la file d'attente d'un même petit coup de pied. Alice portait le lait comme un sou léché et prêt à être dépensé. Madame Price Ridley se plaignait des tasses au poids et non à la contenance. Elle sourit à Madame Price Ridley, qui semblait satisfaite malgré elle. « Et qu'est-ce que cela prouve ?» demanda Madame Price Ridley, se souvenant de son offense. « Que nous soyons tous sains d'esprit, » dit Miss Marple, ce qui était réconfortant. « Inspecteur, si vous voulez bien faire plaisir à une vieille femme, restez près de la porte un instant. » Crail s'exécuta, résigné. Miss Marple se dirigea vers les patères derrière la porte et, avec une agitation domestique qui détendit tout le monde d'une fraction de seconde, elle souleva chaque tablier suspendu comme pour secouer la poussière. Arrivée chez Madame Archer, elle glissa la main dans sa poche et la ressortit avec le calme d'une dame sortant ses lunettes. Dans sa paume reposait quelque chose de petit et transparent, presque invisible, un minuscule bouchon en verre, comme ceux qu'on trouve dans les petits flacons de teinture. Une trace sur un côté avait séché et laissé un léger vernis. La respiration de Madame Archer produisit un bruit dans sa gorge, le bruit d'une personne qui voit le truc et sait qu'elle l'a utilisé. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» rétorqua-t-elle, mais la réponse arriva tard. « C'est extraordinaire, » dit doucement Miss Marple, comme les ménagères gardent les choses en ordre. Un bouchon de verre s'égare, on le glisse dans sa poche pour plus tard. Il y a toujours un plus tard. Et au bout d'une semaine, on oublie. C'est une grande bénédiction dans les villages, que les gens n'oublient que ce dont ils ne devraient pas se souvenir. Madame Archer rougit, puis blanchit, puis prit ce teint brun et têtu, couleur chair, qui lui vient d'une vie passée à dicter le prix du bacon. « Je n'ai jamais... » « Madame Archer, » dit Miss Marple avec la pitié qu'on éprouve pour ceux qui ne sont pas méchants mais qui ont fait beaucoup de mal. Vous avez mis un peu d'aconie dans une tasse de thé parce qu'une femme intelligente vous a dit que cela ne ferait que rendre un homme malade et lui faire honte. Vous ne vouliez pas tuer. Vous vouliez qu'on vous apprenne ce que l'on ressent quand des gentlemen prennent de petites libertés en public et les traitent de rien. Vous vouliez lui montrer qu'il était manipulable. On vous avait promis que ce serait une leçon. Et une leçon est devenue un meurtre, car les meurtriers utilisent les mains d'autrui. Madame Archer la fixa, les mots la pénétrant comme l'eau dans le sable. Puis elle détourna le visage, comme blessée par la lumière. « Je ne sais pas ce qu'est l'aconite, » dit-elle d'un ton morne. « Je connais le sucré, l'acide et l'amer. C'était amer. C'est tout. Je l'aurais craché à ma place. Il se moquait de moi, de nous tous, tout le temps. Il disait que mes mains étaient rouges et fortes. Il posa ses doigts sur mon poignet. Il disait qu'une femme comme moi devrait se rappeler d'être humble. » Sa bouche se tordit. Je pensais que ça le ferait redescendre. Elle a dit « Madame Veil », répondit Miss Marple d'un ton neutre. Madame Archer tressaillit. «
Je ne dis pas de nom. Je garde des choses. J'ai toujours gardé des choses. Les factures, les sous, les petites hontes. Elle entra dans ma boutique et parla très doucement. Elle dit l'avoir vu me regarder, qu'elle n'aimait pas ça non plus, que les hommes comme ça vont trop loin si personne ne les arrange. Elle avait une bouteille. Elle dit qu'une goutte dans le thé serait une piqûre d'épingle pour son orgueil. Elle dit que j'étais une femme bien et que les femmes bien se devaient de se rendre service de temps en temps, car les hommes ne le faisaient pas. Je pensais, ses épaules se voûtèrent, plus rien de fier dans leur ensemble. Je pensais le faire et en finir. Je pensais le mettre dans le pot de citron, parce que vous autres, vous ne prenez pas de citron. Je pensais mal. L'inspecteur Crail émit un petit son, involontaire, mi-dédain, mi-pitié. Il avait voulu des méchants. On lui avait donné une femme qui avait poli son comptoir jusqu'à ce qu'il puisse voir son visage, et qui avait commis un meurtre, selon la règle empirique. « Vous avez eu plus d'une occasion de ne pas le faire, » dit Miss Marple avec une douceur bienveillante qui n'est pas flatteuse. « Au tiroir, à l'armoire, à la tasse. Vous ne les avez pas pris. Il vaut mieux que vous preniez quelque chose maintenant, inspecteur. » Crail se redressa comme s'il avait été piqué, puis se souvint de faire attention à sa piqûre. Il fit le tour de la table et se plaça droit devant Madame Archer. « Je dois vous mettre en garde, » commença-t-il, raide par les mots qu'il fallait prononcer. Mais Madame Archer avait déjà hoché la tête, du petit hochement de tête sinistre de quelqu'un qui a pesé une livre de thé et sait s'arrêter. « Je viendrai, » dit-elle. « Je ne suis pas lâche. Je dirai la vérité. C'est moi qui ai mis la coupe, mais ce n'est pas moi qui ai mis les éventails, ni moi qui ai poussé la fille. »« Non, » dit Miss Marple doucement. « Pas toi. Tu fais tes bêtises debout, le regard tourné vers l'avant. » Madame Archer tourna la tête, non vers personne, mais vers le lavabo où les femmes de bien pleurent depuis des siècles. « Je vais chercher mon châle. » Elle y alla sans faire d'histoire. La femme du pasteur fondit en larmes, puis s'excusa. Madame Price Ridley dit, avec un effort de dignité, qu'elle avait toujours trouvé Madame Archer trop autoritaire avec le sucre. Mademoiselle Hartnell tapota l'épaule d'Alice et dit « Voilà, voilà », comme s'il était possible d'effacer un souvenir. L'inspecteur Crail se tenait au milieu de la cuisine, tel un meuble qu'on ne sait plus où placer, et dit enfin, gêné et presque reconnaissant « Merci, mademoiselle Marple. »« Ne me remerciez pas encore, » rétorqua Miss Marple. « Une femme qui a mal agi a dit la vérité. C'est bien. Mais il reste celui qui lui a conseillé de mal agir et qui a qualifié cela de bienveillant. Vous en avez un. Il vous faut l'autre, celui qui portait des messages, des colis et quelques murmures, celui qui aimait être au centre d'une petite roue, celui qui trouvait que le travail sans les responsabilités était un beau perchoir, celui qui peut-être a un jour pris une bicyclette pour une promenade le soir et s'est cru un instant un homme à tout faire. Son regard, doux et très clair, ne se tourna pas vers M. Gris, dont la vanité avait déjà été humiliée, mais au-delà de lui, au-delà de la fenêtre, vers la ruelle où une sonnette avait sonné si doucement, si souvent, et qui n'avait pas sonné une seule fois aujourd'hui. « Régisseur, » dit-elle doucement, presque pour elle-même, « machiniste. La pièce n'est pas terminée car le rideau est tombé sur un acte. » Alice renifla et murmura, presque inaudible. « Mademoiselle, voulez-vous dire... »« Chut, mon enfant, » dit Miss Marple, sa main chaude et ferme posée sur celle d'Alice. « Tu rentreras à pied avec Tom avant la nuit, et tu ne seras plus jamais bousculé par un ruisseau. » L'inspecteur Crail s'éclaircit la gorge, retrouvant sa voix officielle parmi les tasses. « Il y aura une déclaration, » dit-il. Puis, parce qu'il était un homme bien, et qu'il avait des mères et des femmes aux mains propres dans la tête, il ajouta plus doucement. « Je veillerai à ce que vous ayez une escorte, Madame Archer. Lydia Larche vous accompagnera si elle le veut. Elle est plus compétente qu'un agent de police en la matière. »« Elle l'est, » approuva Miss Marple. « Et inspecteur, quand vous aurez terminé, demandez à M. Gris de vous dire qui faisait ses courses quand il se croyait trop important pour se salir les poignets. Il connaîtra le nom sans même avoir envie de le dire. » Crail parut,
l'espace d'un instant presque joyeux. « Oh !» dit-il. « Oui, oui, ça ira. » Au crépuscule, Miss Marple rentra chez elle par le long chemin qui longe le ruisseau. L'eau coulait de sa petite voix prétentieuse. Une grive parlait dans la haie. La passerelle était silencieuse, simple planche parmi d'autres dans une vieille paroisse. Elle resta un instant là où une brindille avait craqué mardi, et où, sous la verdure, une légère odeur de vernis avait hanté l'air comme une vantardise. « Le ménage, » dit-elle à l'eau, « et le théâtre. C'est toujours les deux. La dernière partie est souvent la plus petite. La course, le message, la petite permission. » Elle poursuivit son chemin. L'allée avait cette atmosphère d'attente que les haies prennent lorsque le soir promet le retour de ce qui est souvent arrivé. Mais aucune cloche ne sonna. Elle sourit, très légèrement. À la porte de son chalet, un carré de carton crème était posé, si discret qu'il s'excusait presque d'être regardé. Elle le prit avec 2 doigts. V. Val. Restauration. Discrétion assurée. Quelqu'un, elle ne pensait pas que ce soit Madame Veil cette fois, avait écrit au crayon au dos, avec la même petite main prudente qu'on utilise pour écrire les prix, fait pour en dessous, dans une autre main qui a essayé de ressembler à la première et n'a pas tout à fait réussi. Rendez-vous à Marlécombe à 8 heures. Miss Marple retourna la carte, sentit l'odeur de menthe poivrée absente et celle d'encre présente, et la plaça sous l'encrier pour l'empêcher de s'envoler. « Demain, » dit-elle à la pièce silencieuse en faisant ronronner la bouilloire. « Nous parlerons à une petite personne qui croit aux courses comme les enfants croient à la magie, et nous lui enlèverons la magie. Mieux vaut me tuer que de me faire mourir, ma chère. » Elle servit une seule tasse. Puis, se souvenant de l'expression d'Alice, l'effroi mêlé de soulagement d'une fille qui a appris que le mal est sur 2 jambes, comme tout le monde, elle s'assit et sourit, non sans gentillesse, à la chaise vide. Le chapitre 13 sera très court si les gens diront vite la vérité, fit-elle remarquer à la bouilloire. Mais ils ne le feront pas, alors il faut être patient. Ce n'est pas la patience qui attrape les meurtriers, ma chère bouilloire, c'est l'attention, et j'en ai beaucoup. Chapitre 13. Le garçon à la cloche. Le matin était pâle comme une assiette lavée. Rose Hill, qui s'était épuisée à bavarder, gardait maintenant un silence gêné, comme si une maison trop achalandée de visiteurs reposait ses tapis. Miss Marple, qui se méfiait autant du silence que du brouhaha, rangea soigneusement son plateau de petit déjeuner, redressa une chaise inutile et déposa sur la table du salon le carton crème qu'elle avait trouvé devant sa porte la veille. V. Veil. Restauration. Discrétion assurée. Au dos, au crayon petit et soigné, fait en dessous, dans une écriture qui voulait ressembler à la première et qui manquait un peu de précision. Rendez-vous à Marlécombe à 8 heures. Elle était assise, les mains jointes, lorsqu'elle entendit le son qu'elle attendait. Un vrombissement hésitant de pneus, un pied qui frappait la marche, et une cloche. Pas le tintement effronté d'une arrivée, mais un contact rapide et nerveux comme pour bénir une porte. « Entrez, ma chère » appela Miss Marple sans élever la voix. Le loquet est desserré. Le garçon entra de travers, comme le font les garçons lorsqu'ils sont convaincus d'avoir mal agi et hésitent à se faire gronder ou à se faire servir un gâteau. Il avait peut-être 15 ans, l'âge est élastique à la campagne. Il avait des cheveux blonds qu'on ne pouvait forcer à la propreté, et le regard sérieux d'un enfant qui aime faire les courses, car elles font de lui quelqu'un. Son vélo attendait dehors, brillant là où c'était important, miteux là où c'était inutile. La sonnette, petite et européenne, trônait comme une pièce d'argent sur le comptoir. « Vous m'avez fait venir, mademoiselle, » dit-il en touchant sa casquette, « à propos de la farine que j'ai apportée l'autre jour. »« De la farine et de la ficelle, » dit gravement Miss Marple, « mais surtout du bon travail. » Ses épaules reculèrent légèrement. Un garçon modeste, mais un pont vit en chaque garçon. Miss Marple laissa apparaître ses plumes un instant, puis elle lui versa du thé dans une des tasses les plus fines.
Les garçons, comme les rois, sont mieux lotis en porcelaine fine, et déposa une généreuse part de gâteau aux graines près de son assiette. « Vous êtes très obligeant, dit-elle. On compte sur vous. La femme du pasteur, Monsieur Gris, le porteur quand il a la main pleine, Madame Val quand elle est pressée. Cela fait beaucoup de monde à porter. » Il rougit, ravi et gêné. « Ce n'est rien, mademoiselle, juste un vélo. »« Juste un vélo, » acquiesça Miss Marple, « et une sonnette. » Et connaître les raccourcis, et ne pas poser de questions quand des adultes vous disent qu'il faut faire une chose en silence. Il resta immobile. D'après l'expérience de Miss Marple, les garçons se figent comme les lapins, non pas par stupidité, mais au souvenir soudain qu'ils sont petits dans un grand champ. « Je ne veux pas faire de mal, » dit-il, et les mots jaillirent précipitamment, le gâteau oublié. « Je n'ai jamais voulu faire de mal. J'ai fait ce qu'on m'a dit, c'est tout. Monsieur Gryce dit que je suis un brave garçon. Il dit que je serai quelqu'un si je suis constant. Madame Veil, elle, dit que je suis rapide. Elle me donne des pastilles de menthe poivrée, des vraies en boîte, et une fois, elle m'a donné 2 shillings pour avoir couru jusqu'à la diligence et en être revenu. Je ne devais rien dire. » Sa voix baissa, conspiratrice et fière. « Je n'ai rien dit. »« Tu as très bien dit, » dit doucement Miss Marple en lui faisant glisser la carte couleur crème. « As-tu laissé ça devant ma porte, mon cher ? C'est tellement ordonné d'écrire « terminé » quand on a terminé une tâche. » Ses oreilles devinrent rouges jusqu'au bout. « Je pensais qu'elle l'écrit pour lui, et pour moi parfois. Comme ça on sait tous de quoi il retourne. Monsieur Gris, il aime les choses écrites. Je pensais que tu... » Il s'arrêta, comme si une marche s'était brisée sous lui. « Je serais ravi ?» termina Miss Marple sans ironie. « Je le suis. J'aime les garçons qui vont jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu as fini hier soir. » Il déglutit. Seulement la carte. Madame Veil, elle ne peut pas d'ici. Et Monsieur Gryce, lui, ne le ferait pas. Et Tom, il me verrait si je passais près du moulin. Mais ton chemin est calme. La haie est douce. Elle cède. Des haies douces et des cœurs tendres, murmura Miss Marple. Les éventails aussi, ma chère. Il regarda la table, la carte, la sonnette de son vélo par la porte ouverte. Pas la mienne, dit-il. Je n'y ai jamais touché. La première, c'était pour Monsieur Blackwell. Je ne savais pas comment. La deuxième, à la sacristie, elle a dit « Déposez-la sur le banc où les dames prient ». Elle l'a dit doucement. J'ai cru à une blague. C'était un jeu, comme pour une pièce de théâtre. La troisième, chez les Léonard, elle a dit que je devais glisser le loquet de la fenêtre le soir et le poser là où on le verrait. C'est ce que j'ai fait. J'ai grimpé comme un chat. Je ne voulais pas faire de mal. Il tremblait maintenant, de cette honte profonde et animale qui vaut mieux que les larmes. Elle dit que ça empêche les gens d'être méchants s'ils voient où mène la méchanceté. Elle dit « Tu es un bon garçon, tu aideras la justice. » Elle dit « On dit toujours, » dit Miss Marple d'une voix douce, « des gens qui aiment vous arranger. » Il hocha la tête d'un air malheureux. Il y avait aussi une lettre. M. Gryce en avait la moitié, et il gardait l'autre derrière le tiroir. Je devais la prendre quand il ne regardait pas, sauf qu'il regarde toujours. Alors je n'ai jamais rien brûlé, mademoiselle. Miss Marple ne l'avait pas imaginé. Il existe un certain genre d'homme ordonné qui brûle des papiers et en garde la moitié, et un certain genre de femme ordonnée qui laisse des cartes. Les garçons qui aiment les cloches préfèrent les porter plutôt que les détruire. « Tu as poussé Alice, » dit Miss Marple sans un mot de reproche, juste une petite tape sèche de vérité. « Sur le pont !» Il s'exclama alors. « Je ne voulais pas l'envoyer ici. Je jure sur la tombe de ma mère, je n'ai jamais voulu. Je voulais juste lui faire peur. Elle entend des choses, c'est vrai. Les bonnes le font toujours. Et elle parle quand elle est en groupe avec les autres. Et Madame Veil dit qu'Alice va faire des bêtises à une bonne dame qui essaie seulement d'empêcher les méchants de faire le mal. Elle dit « Donnez-lui un tour. Faites-la rentrer tôt. Faites-la se taire. » Je pensais qu'une bousculade ferait l'affaire.
comme quand on pousse un agneau dans un trou. Il saute et puis c'est bon. Et puis vous. Il regarda Miss Marple avec une crainte naissante qui effaça presque sa honte. Vous m'avez gêné, mademoiselle, si doucement que ça, et vous m'avez arrêté sans me pousser. Vous êtes petite, on dirait, mais vous... Il chercha un mot qu'il ne trouvait pas. Vieux, répondit Miss Marple avec une satisfaction placide. Vieux, c'est parfois utile. Il se frotta les yeux avec sa manche, furieux à en pleurer. Je n'ai jamais frappé personne. Je n'ai jamais rien mis dans un verre. J'ai porté. C'est tout. C'est souvent suffisant, dit Miss Marple. Les porteurs portent la culpabilité sans le vouloir. Vous allez porter autre chose maintenant. Un message pour moi. Et vous y allez très lentement. Chance. Vous irez voir l'inspecteur Crail, dit Miss Marple, et vous répéterez ce que vous m'avez dit. Vous ne broderez pas. Vous ne serez pas courageuse. Vous serez précise. Vous direz que vous avez placé un éventail dans la sacristie, comme indiqué, un autre chez les Léonard, comme indiqué, et que vous m'avez laissé une carte, comme indiqué. Vous direz que vous avez vu l'arrière-boutique de M. Gryce, que vous y avez senti du cirage et qu'il vous a demandé de garder une boîte à chapeau. Vous direz que Madame Val vous a donné des pastilles à la menthe et 2 shillings. Puis vous vous arrêterez. Sa respiration était plus facile maintenant que le chemin était droit. Oui, mademoiselle. Et ensuite, dit Miss Marple très doucement, tu iras au presbytère et tu diras à la femme du pasteur que tu es un petit garçon stupide et que tu aimerais te rendre utile pendant un temps. Elle te trouvera des chaises à empiler et des livres à transporter, qui te soulageront le dos et te redonneront du courage. Tu comprends? Il esquissa un demi-sourire, petit être maladroit et courageux. Oui, je crois que oui. Il se leva alors, maladroit et plus léger, et Miss Marple, qui pouvait broder des nuances de soulagement dans son esprit, aussi adroitement que des points sur du lin, entendit dans le son de sa cloche, descendant la ruelle, non pas la pièce furtive qu'elle avait appris à redouter, mais quelque chose de plus simple, de plus familier. Le ding d'une caisse enregistreuse sonnait correctement pour une fois. Quand le silence revint dans la chaumière, elle prit la carte et la soupesa sous l'encrier. Les motifs, songea-t-elle, sont une forme d'arithmétique du cœur. Fait point la fierté d'un garçon d'être vu, le plaisir d'une femme d'être obéie, la vanité d'un homme ordonné d'être nécessaire. Tout cela pour conduire un londonien endetté et passionné de théâtre à une mort ridicule et horrible sous une tente d'église. Elle resta assise un long moment, le léger froncement de sourcils signifiant qu'elle cousait l'envers de l'ouvrage sur l'endroit pour que le motif ne bouge pas. Quand on frappa, elle sut à qui appartenait la main, vive, intrépide et propre. Lydia Larche passe la tête par la porte. « On m'a envoyé voir si vous vouliez que je dise quelque chose à quelqu'un, » dit-elle. « C'est le genre de journée que nous avons. »« Beaucoup, » dit Miss Marple, et elle lui parla, en quelques phrases bien nettes, des cloches, des garçons et des arrière-salles. Lydia écouta sans broncher. « Bien, » dit-elle une fois la leçon terminée. « Mieux vaut instruire un garçon que le pendre. Crail est au presbytère avec Madame Archer. Il a l'air d'un homme qui a découvert qu'il préfère le pain au gâteau, mais qui déteste l'admettre. Je vais le chercher ici, si vous le souhaitez. »« Dans une demi-heure, » dit Miss Marple. « Laissez-lui le temps de finir son travail de justice. Je veux qu'il soit honnête pour la suite. » Et ensuite, les yeux de Lydia s'illuminèrent. Ces derniers jours, elle avait trouvé un moyen d'exprimer sa colère, ce qui lui avait permis de se calmer. « Le ménage, » dit Miss Marple. « Les hommes bienveillants négligent ce travail parce que ce sont les femmes qui s'en chargent. Il faut expliquer précisément à l'inspecteur Crail comment le thé est arrivé dans la main de M. Blackwell, comment le petit bouchon en verre de Madame Archer s'est retrouvé dans la poche de son tablier, et pourquoi une femme qui le détestait profondément attendait que sa tasse soit prête pour ajouter une chose qu'elle était persuadée n'être qu'une leçon. En bref, il faut rappeler à un homme de bien qu'un meurtre ressemble à une corvée lorsqu'il est commis dans une cuisine. » Lydia grogna en signe d'approbation. « Et M. Gryce ? » ?»« Il dira la vérité si on le lui demande sur le ton juste et par la bonne personne, » dit Miss Marple.
Pas par moi. Il est trop flatté par moi. Par l'inspecteur Crail, après avoir été adouci par l'idée d'avoir sauvé un garçon de pire que la honte. Tu arranges les gens, observa Lydia sans malice. C'est un don. C'est parce qu'on est tout petit, dit Miss Marple. On apprend à placer les choses là où elles se remarquent. Elle raccompagna Lydia et se rendit à la cuisine pour déplacer tasses et assiettes avec une attention qui tenait presque de la dévotion. À la fête, elle se tenait à 2 tables de là. Elle n'avait pas vu le moment. Mais elle avait toujours été une femme dans des pièces où l'on sert du thé, et cela revient à observer si l'on regarde bien. Monsieur Blackwell, pensa-t-elle, avait demandé du citron. Le citron est un joli spectacle. Il trône fièrement dans une tasse et convainc les dames qu'il est bon pour la santé. Madame Archer, dont la fierté était d'être précise, aurait coupé le citron avec le couteau qui se trouvait dans le tiroir, le coin droit. On peut voir le cirage sur le bois. Elle aurait posé la tranche avec des doigts imperturbables, et parce qu'on lui avait dit qu'une petite goutte de ce qui apaise les nerfs apprendrait l'humilité à un homme audacieux, elle aurait pris machinalement une petite bouteille dans le placard, la rangée de parfums, la bouteille supplémentaire cachée derrière un torchon. Elle aurait renversé le bouchon contre le rebord, l'aurait vu tomber, et en tant que femme de ménage, l'aurait glissé dans la poche de son tablier pour le jeter plus tard, une fois la cohue passée. Elle aurait oublié. Les hôtesses font toujours la queue. Et pendant le temps qu'il fallait à un homme pour exercer son charme, et à une femme pour le détester, quelques gouttes d'amertume allaient se loger là où la politesse les abritait. Le ménage. Elle disposa 2 tasses, puis, le motif s'étant imposé avec autant d'audace que n'importe quel échantillon, une 3e. L'inspecteur Crail arriva le premier, Lydia à ses côtés, avec cette expression mitigée que certains hommes arborent lorsqu'ils ont eu raison sur le mauvais homme et tort sur la bonne femme. « Votre garçon est venu, dit-il sèchement, mais avec une gentillesse brutale. Il est au presbytère où on lui prépare des livres de cantiques. Je lui ai dit qu'il pourrait porter mes lettres le mardi s'il se comportait bien. »« Très bien, » dit Miss Marple. « Nous allons lui apprendre à sonner sa cloche quand il le faut. » La bouche de Crail se contracta. « Allons, » dit-il. « S'il y a autre chose, dites-le-moi clairement. J'ai eu une matinée d'explications, et même si j'aime comprendre, je préfère une seule phrase à une page. Alors voici votre sentence, » dit Miss Marple. « Adrian Blackwell a été tué non pas par un engin étranger, mais par une tasse de thé typiquement anglaise. L'aconite provenait d'une teinture cachée dans le placard du presbytère par Madame Val, et incitée à la boire par Madame Archer, persuadée de donner une leçon. Les éventails avaient été placés pour terrifier et distraire Madame Vale et le garçon, grâce aux prétentions et aux facilités de M. Gris. La poussée au ruisseau était un signe de panique. Le garçon a tenté d'obtempérer à l'ordre d'une femme et a trouvé le courage d'une femme en travers de sa route. Monsieur Larche est innocent. Madame Léonard a été instrumentalisée. Monsieur Gris doit être contraint de raconter sa version des faits. Le reste, inspecteur, n'est que liste, déclaration et votre admirable écriture. » Crail laissa échapper un soupir, tel un homme qui, après avoir tenu une porte contre un courant d'air, décide enfin de la refermer. « Merci, » dit-il. Il ne le dit pas avec regret. Il avait atteint le point où certains hommes atteignent, tard et à leur honneur, le point où ils découvrent que la gratitude n'est pas une perte de rang. Auriez-vous l'amabilité de me permettre une petite réunion demain après-midi au salon du presbytère? Rien de grandiose, quelques personnes. Le genre de scène où l'on dit les choses dans le bon ordre. On dort mieux après l'avoir entendu sous forme d'histoire. Ils aiment entendre leur propre point de vue. Crail hésita puis hocha la tête. « Tu veux planter le décor. »« Un endroit très simple, » dit Miss Marple, « avec des tasses. Et peut-être un éventail si notre officier chargé des preuves veut bien se montrer indulgent. » Elle regarda Lydia dont la bouche s'était crispée, prenant la forme d'une femme qui souhaite que les meubles restent enfin là où elle les a posés. « Nous serons indulgents dans notre cruauté. »« Bien, » dit Lydia. « La cruauté qui fait le ménage n'est pas mon goût. » Lorsqu'ils furent partis, Miss Marple replia la carte.
la glissa sous l'encrier et se remit à tricoter. Le motif, petites feuilles alternant avec des barres, avait atteint le point où il fallait changer d'aiguille pour la côte, et si l'on n'y prêtait pas attention, l'ensemble se froncerait. Elle sourit intérieurement. Un meurtre était tout à fait pareil, commis simplement si l'on se souciait de l'ordinaire, désordonné si l'on faisait confiance aux grands. Le village avait besoin de théâtre. Elle leur assurerait le ménage. Cela leur ferait du bien. Dehors, la ruelle laissa échapper à nouveau le bruit d'un vélo. Un son différent maintenant, vif et honnête. Et la cloche, sonnée délibérément, dit non, regardez-moi mais faire place. Les aiguilles de Miss Marple claquaient, de manière régulière et douce. « Demain, dit-elle à la pièce silencieuse, nous mettrons la table et dirons la vérité. Et quand les tasses seront lavées et rangées, je pense que Rose Hill redeviendra enfin elle-même, un peu plus sage, pas beaucoup plus agréable, et avec un léger souvenir d'amertume quand le citron sera dedans. » Chapitre 14. Le thé et la vérité. Le samedi, le salon du presbytère avait l'air résolument fonctionnel d'une pièce qui sait qu'elle est faite pour servir. Les chaises étaient confortablement installées, sans être trop confortables, les rideaux tirés juste assez pour se protéger d'un soleil pâle, et sur la table, un modeste plateau de tasses et une assiette de biscuits simples, moins une marque d'hospitalité qu'une ponctuation. La bouilloire de la cuisine tic-taquait et s'arrêtait, comme le font les bouilloires, qui ont bouilli et qui se demandent si elles doivent le supporter. Dehors, la verdure arborait son visage décent. À l'intérieur, les notables de Rose Hill, et quelques-uns qui avaient récemment découvert leur importance après tout, se rassemblaient avec la gravité de ceux qui aspirent à s'améliorer. Miss Marple, qui ne confondait jamais organisation et importance, était assise près de l'âtre, son tricot sur les genoux. Elle avait fait 3 mailles et en avait défait 2. L'important n'était pas de progresser, mais d'être attentive. L'inspecteur Crail, le visage impassible et légèrement écorché par sa semaine, prit place à la cheminée avec l'air d'un homme prêt à feindre son aise si la vérité pouvait ainsi être révélée au grand jour. La femme du pasteur planait près de lui avec le plateau et la tendre résolution de ne pas pleurer. Dolly Bantry brûlait d'envie de parler, et pour une fois, elle s'abstint. Lydia Larch était assise comme un simple chandelier, utile, peu esthétique, stable. Madame Léonard, blême mais posée, avait l'air de quelqu'un qui a découvert que dire la vérité n'est pas fatal. On paie une fois, et la facture est estampillée, réglée. Monsieur Gryce avait été invité en sa qualité de pilier, et était venu en tant que pénitent. Il avait lissé ses cheveux et semblait, pensa Miss Marple avec bienveillance, comme s'il avait été rangé dans un tiroir neuf et n'était pas encore certain de sa place. Alice se tenait au fond, le menton relevé, le tablier droit, déterminée à faire preuve de courage, précisément comme le font les filles courageuses, en se montrant sages. Tom Dumoulin se tenait derrière elle, comme se tiennent les jeunes hommes lorsqu'ils décident qu'un meuble vaut la peine d'être porté si la pièce venait à bouger. La chaise entre Miss Marple et l'inspecteur Crail resta vide. Elle avait une petite intention. « Merci d'être venu », dit Miss Marple, et sa voix ne reflétait rien de la magistrature, mais tout le charme du salon. Nous avons tous, je crois, souffert d'une confusion superficielle cette semaine. Ce serait une preuve de bienveillance les uns envers les autres, et envers la vérité, que nous abordions l'intérieur des choses pendant 1 heure sans reculer. « Très bien, » murmura la femme du vicaire, et elle cligna rapidement des yeux. L'inspecteur Crail s'éclaircit la gorge. « Certaines personnes sont sous surveillance, » dit-il du ton raide que les autorités adoptent lorsqu'elles ont conscience du plateau de thé. Rien de ce qui est dit ici ne modifiera ce qui doit être fait devant un tribunal. Mais je suis d'accord que mademoiselle Marple s'exprime clairement. Je préférerais ne pas avoir à les traduire ensuite. Alors nous commencerons avec les tasses, dit Miss Marple. Elle en prit un, le posa et dans ce geste doux, la pièce s'organisa pour écouter. « À la fête, dit-elle, Monsieur Blackwell a demandé du citron avec son thé. On lui en a offert, car les dames avaient été prévenantes. Madame Archer a servi, car elle est compétente et habituée à servir.
Mademoiselle Hartnell a maintenu la file d'attente en ordre, car elle est digne de confiance en matière d'ordre. Alice a servi le lait, car elle est légère et rapide. Et Madame Price Ridley a trouvé des défauts, car elle était née pour ça. Tout cela est habituel et rassurant. Un bruissement de rire soulagé se fit entendre et s'apaisa. Dans le placard derrière la cuisine du presbytère, poursuivit Miss Marple d'un ton neutre, se trouvait une petite rangée d'arômes, et discrètement dissimulée derrière un torchon, une petite bouteille qui n'avait rien à faire dans une cuisine, de la teinture d'aconite. Elle est amère. Elle agit rapidement. Elle est très admirée des chimistes qui aiment le latin. Le docteur Haydock lui a donné son nom. La bouteille n'a pas été déposée sur cette étagère. Madame Vell, déjà inculpée et en garde à vue, l'y a déposée. Elle l'a fait, je pense, croyant donner une leçon à un homme dont elle souhaitait contrôler la laideur tout en prenant plaisir à la préparer. Madame Léonard tressaillit. Lydia Larche serra les dents. Monsieur Grace regarda ses chaussures. Dans l'embrasure de la porte, une sonnette d'enfant, la vraie, accrochée maintenant dans l'office du vicaire, et ne sonnant que lorsque la porte était entr'ouverte, émit une petite note innocente au passage d'un courant d'air. La pièce, obéissant au ton posé de mademoiselle Marple, ne tressaillit pas. « Madame Archer, » poursuivit Miss Marple avec une compassion silencieuse, « c'est fait dire, par une femme qui savait exprimer la colère, qu'une toute petite goutte rendrait un homme audacieux d'humble, d'une manière qui plairait à la modestie et ne causerait aucun tort. Elle l'a cru. Elle l'a cru parce qu'elle était en colère et parce que la personne qui le lui avait dit s'est chargée de l'astuce, laissant à Madame Archer le soin de jouer. Au moment de servir la tranche de citron délicatement posée, Madame Archer a tendu la main vers le placard, a trouvé la bouteille supplémentaire par habitude comme on trouve la vanille, a versé un pourboire et, en tant que femme de ménage, a glissé le bouchon dans la poche de son tablier pour s'en occuper une fois la ruée terminée. Elle a